Nous savons que les restes de Richard reposent probablement dans la tombe des frères. En analysant l'ADN d'individus vivants et en le comparant, nous avons trouvé des écailles correspondant à quelqu'un qui pourrait être lui. Après des siècles de mystères et de rumeurs, la science a enfin levé le voile sur le roi Richard III. Et croyez-moi, les résultats ont bouleversé l'histoire. Imaginez un squelette exhumé sous un parking qui bouleverse soudainement la lignée royale. Les tests ADN n'ont pas seulement murmuré la vérité, ils l'ont crié haut et fort, confirmant son identité avec une certitude stupéfiante de 99 999%. Mais voici le fait troublant. Sa lignée paternelle ne correspondait même pas à celle de ses parents vivants. Surprenant n'est-ce que pas, accrochez-vous, car les rebondissements de cette histoire deviennent de plus en plus incroyables. L'analyse ADN révèle une rupture inattendue dans la lignée royale. La découverte issue de l'analyse génétique des restes de Richard III a stupéfié, voire incrédule, historiens et scientifiques. Ils ont expliqué que, lorsque les chercheurs ont comparé avec soin le chromosome AI du squelette de Richard III à l'ADN de ses parents paternels vivants, qui en théorie auraient dû partager exactement le même ADN paternel, ils ont fait une découverte inattendue. Au lieu d'une confirmation claire des liens familiaux, ils ont mis au jour une incohérence troublante, un résultat qui remettait en question des siècles de croyances sur la transmission de la succession royale. On raconte comment le professeur Tury King, qui dirigeait le projet à l'Université de Leicester, a recueilli des échantillons d'ADN auprès de 5 hommes vivants aujourd'hui. Chacun d'eux est un descendant direct en ligne masculine d'Henry Somerset, le 5e duc de Beaufort. En théorie, ces hommes auraient dû posséder le même chromosome AI que Richard III, puisque ce chromosome se transmet de père en fils presque inchangé. Et si l'histoire s'était déroulée exactement comme dans les manuels scolaires, ce simple brin d'ADN aurait été la preuve ultime, reliant un roi vieux de plusieurs siècles aux ossements exhumés sous un parking oublié. Mais les découvertes des scientifiques n'étaient pas seulement surprenantes, elles étaient troublantes. Elles ont soulevé des questions sur les lignées royales, des scandales cachés et sur la véritable nature de l'homme que l'histoire retient sous le nom de Richard III. Il ne s'agissait pas simplement d'une confirmation scientifique, mais d'une réécriture complète de l'histoire. Et si vous me suivez jusqu'au bout, vous verrez comment une simple variation d'ADN a suffi à ébranler les fondements d'une dynastie. Pourtant, ce qui s'est produit est tout simplement remarquable. Aucun de ces 5 hommes ne possédait l'ADN de Richard. 4 d'entre eux expliquèrent. Les chercheurs appartenaient à un groupe APLA courant appelé 1B U152. Tandis que les restes de Richard révélaient quelque chose de totalement différent, le groupe APLA beaucoup plus rare, JP 287. 4. Se pourrait-il? Il se demandait si, au fil des siècles, l'histoire des lignées n'avait pas été aussi simple que ce que les livres d'histoire laissaient entendre. Les scientifiques ont qualifié ce phénomène de fausse paternité, un terme qui peut paraître clinique, mais qui signifie en réalité que l'homme inscrit comme père dans l'arbre généalogique n'était pas le père biologique. À quelle fréquence un tel cas a-t-il pu se produire au cours de l'histoire? Des chercheurs comme King et Jobling ont souligné que selon leurs études, les taux de fausses déclarations de paternité dans des générations passées auraient pu varier entre 1% et 4%. Comme de nombreux historiens et généticiens s'accordent généralement sur un taux d'environ 2% par génération, la probabilité qu'un tel événement survienne environ 19 générations plus tard, la distance exacte entre Richard III et les descendants de Beaufort a été calculée à environ 16%. Autrement dit, il était non seulement possible, mais tout à fait plausible qu'une interruption de la lignée masculine se soit produite durant ces siècles. Plus étonnant encore, l'un des 5 hommes du Somerset testé appartenait à un tout autre groupe, APLA
IM 170, ce qui suggérait qu'un autre cas de fausse paternité s'était produit beaucoup plus récemment, peut-être au cours des 4 dernières générations seulement. N'était-ce pas suffisant pour inciter chacun à réfléchir à la fragilité et à l'imprévisibilité de la filiation? Les répercussions de cette découverte ont largement dépassé le cadre du laboratoire pour s'inscrire dans les arcanes de l'histoire. Les historiens ont commencé à poser les questions que l'on avait peut-être évitées pendant des générations. Si cette rupture génétique s'était produite durant la période cruciale de 5 générations entre Jean de Gand et Richard III, quelles en auraient en réalité les conséquences pour la couronne d'Angleterre? Le chromosome isonase présente également un mode d'hérédité très simple. Il porte le gène de la masculinité qui se transmet donc uniquement par la lignée masculine. En effet, si la rupture s'était produite entre Édouard III et Jean de Gand, la légitimité de toute la lignée des Lancastre aurait été remise en question. Cela aurait affecté non seulement Henri IV, mais aussi son fils Henri V et son petit-fils Henri VI. Et comme si cela ne suffisait pas, les implications se répercuteraient bien au-delà, ébranlant indirectement les fondements de la dynastie Tudor, puisque leur légitimité reposait en partie sur leur descendance de Jean de Gand. Imaginez le poids d'une telle révélation. Se pourrait-il que certains des monarques les plus célèbres de l'histoire anglaise n'aient pas eu le droit légal de régner? C'était une idée troublante qui fascinait autant qu'elle inquiétait les chercheurs. Le professeur Kevin Schur a fait remarquer que si une énigme historique semblait résolue, une autre s'ouvrait aussitôt, comme si l'on soulevait une couche pour révéler un mystère encore plus profond. Mais n'était-ce pas là la nature même de l'histoire? Nous rappeler que ce que nous pensions certain n'est peut-être jamais aussi sûr que nous le croyions. Ces découvertes ont suscité des débats non seulement sur la monarchie et la légitimité, mais aussi sur notre conception de la famille, de l'héritage et de l'identité. Certains se sont demandé ouvertement si la couronne elle-même pouvait être touchée par l'incertitude. Qu'en était-il du reste de la société où les archives familiales étaient moins rigoureusement conservées? D'autres ont souligné comment cette découverte humanisait les familles royales, rappelant au monde que derrière les couronnes et les trônes, il s'agissait d'êtres humains soumis aux mêmes aléas du destin, aux mêmes secrets et aux mêmes surprises que tout le monde. Ainsi, l'histoire génétique de Richard III a fait bien plus qu'éclairer l'identité d'un roi. Elle a contraint historiens scientifiques et grand public à repenser la notion même de lignée, remettant en question la part de vérité établie dans nos croyances passées et la part qui reste à découvrir. Aujourd'hui, la question qui paraissait autrefois impensable se pose à nouveau plus intensément que jamais. Si la lignée de Richard n'était pas ce qu'elle paraissait, qu'en est-il de ses successeurs? Les fondements mêmes de la dynastie Tudor, cette famille qui a à jamais façonné l'Angleterre, repose-t-il sur des bases fragiles? Poursuivez votre lecture, car la réponse pourrait bien bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur le trône. La prétention au trône du Tudor était-elle illégitime? La découverte des restes de Richard III et les analyses ADN qui ont suivi ont apporté une révélation qui a amené nombre de personnes à s'interroger sur des siècles d'histoire royale. Lorsque les scientifiques ont confirmé que le chromosome X de Richard ne correspondait pas à celui de ses parents masculins vivants, cela a suscité une vague de curiosité et de débats. On a commencé à s'interroger sur les conséquences réelles pour la succession royale et pour les Tudors en particulier. Après tout, Henri Tudor, qui avait vaincu Richard III à la bataille de Bosworth en 1485, avait poursuivi son œuvre. Henri II, qui a toujours revendiqué une filiation avec Édouard III, se retrouve confronté à une rupture génétique. Or, si l'analyse ADN révèle une rupture dans cette lignée, cela ne remet-il pas en question sa légitimité au trône? On peut alors se demander si la dynastie Tudor n'était pas bâtie sur des fondements fragiles. Retracer l'arbre généalogique royal ne fait qu'accroître la complexité de la question.
Richard III et Henri Tutor descendent tous deux du roi Édouard III, mais par des branches différentes de la famille. La prétention de Henri VIII reposait sur la lignée des Beaufort, issus de Jean de Gand, fils d'Édouard III. Sur le papier, cela semblait simple, mais les résultats ADN suggéraient le contraire. Si la rupture génétique s'était produite entre Édouard III et Jean de Gand, la légitimité de la lignée lancastrienne était remise en question. Et si Jean de Gand n'était pas le fils d'Édouard, alors toute la lignée ayant mené à Henri IV, Henri V, Henri V et finalement Henri VII s'en trouvait affaiblie. Se pouvait-il alors que la prétention d'Henri VIII ne repose pas uniquement sur le sang? Cette question était d'autant plus troublante que la propre mère de Henry, Margaret Beaufort, était elle aussi une descendante de Jean de Gand. Si sa légitimité vacillait, la sienne vacillait également, et avec elle, le fondement même de l'autorité des précepteurs. L'histoire devint encore plus fascinante lorsque l'on se souvint des rumeurs qui avaient hanté Jean de Gand de son vivant. Des murmures circulaient à son sujet, se demandant s'il était réellement le fils d'Édouard III. Et les ragots de l'époque prétendaient qu'en l'absence d'Édouard III à la naissance de Jean de Gand, des doutes planaient sur la fidélité de la reine Philippa. La rumeur la plus cruelle de toutes affirmait que Jean de Gand était en réalité le fils d'un boucher flamand placé dans le berceau royal après la mort supposée de la fille nouveau-née de la reine. Jean de Gand lui-même avait été furieux de ces accusations. Et pourtant, des siècles plus tard, les analyses ADN semblaient raviver ces mêmes vieilles rumeurs. L'ADN révèle-t-il une absence de paternité? S'agissait-il simplement de rumeurs destinées à nuire à sa réputation? Ou ces histoires contenaient-elles une part de vérité? En étudiant l'ascension d'Henri II au pouvoir, les historiens ont souvent souligné que sa prétention au trône était loin d'être solide, même sans ce mystère ADN. Nombreux sont ceux qui ont fait remarquer qu'il ne s'est jamais appuyé uniquement sur sa lignée pour justifier son pouvoir. Il déclara alors régner par droit de conquête, une décision audacieuse mais révélatrice. En effet, vaincre Richard III sur le champ de bataille lui avait certes conféré le pouvoir, mais pas nécessairement une légitimité incontestable. Pour consolider sa position, Henri épousa Élisabeth d'York, unissant ainsi les prétentions des Lancastriens et des Yorkistes. Cette union instaura une certaine stabilité et renforça la légitimité apparente des précepteurs. Pourtant, la question demeure. Si Henri n'avait pas triomphé sur le champ de bataille, sa seule revendication aurait-elle suffi? Le professeur Kevin Scherer et d'autres historiens nous rappellent souvent que la monarchie ne se résume jamais à une simple question de sang. Il s'agit autant d'opportunités de timing et de hasard que d'héritage. Le trône a connu tant de rebondissements de batailles et de manœuvres politiques que la pure filiation de père en fils a rarement été le seul facteur déterminant. Aujourd'hui encore, les experts s'accordent à dire que la succession royale actuelle n'est pas affectée par ces découvertes génétiques anciennes. Après tous des siècles de mariage, de traités secrets et de luttes de pouvoir brutales n'ont pas seulement façonné la monarchie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ils ont forgé un héritage entier qui continue de fasciner. Et voici le paradoxe. Une révélation unique de la science moderne, enfouie au plus profond de l'ADN, nous oblige soudain à nous interroger sur la fiabilité de l'histoire. Lorsque des chercheurs ont mis au jour une vérité génétique concernant Richard III, il ne s'agissait pas d'une simple note de bas de page, oubliée dans des archives poussiéreuses. Cette découverte a levé le voile sur les fondements même des dynasties royales. Imaginez le choc. Car si les précepteurs n'étaient pas aussi légitimes au trône qu'ils le prétendaient alors, l'histoire qui nous a été contée pendant des siècles pourrait bien avoir été écrite non par les héritiers légitimes, mais par les heureux survivants du chaos. Et si tel est le cas, quelles autres erreurs avons-nous commises? La réponse se cache dans un endroit des plus intimes, l'ADN mitochondrial,
qui confirme le lien maternel de Richard III. L'ADN mitochondrial confirme le lien maternel avec Richard III. Il a expliqué que si les tests du chromosome WOS avaient révélé des résultats surprenants concernant la lignée royale, c'est l'ADN maternel qui a apporté la preuve irréfutable de l'identité de Richard III par sa lignée maternelle. Les scientifiques ont affirmé que cette découverte était la clé qui avait permis de trancher définitivement la question. Ils ont souligné la parfaite correspondance avec les descendants d'Anne d'York. Contrairement à l'ADN paternel, parfois moins fiable sur plusieurs siècles, l'ADN maternel, aussi appelé ADN mitochondrial. ADN-MT est transmis directement de la mère à tous ses enfants. Cependant, comme on l'a rappelé seul, les filles peuvent le transmettre à la génération suivante. Cela a permis de retracer une lignée féminine ininterrompue depuis Anne d'York-Sar de Richard III jusqu'à 2 personnes vivantes aujourd'hui, Michael Ibsen et Wendy Dolig. Bien que cousins éloignés, ils appartenaient tous deux à cette longue lignée maternelle. On les décrivait comme cousins aux 14 et degrés 2 fois éloignés, ce qui paraissait incroyablement lointain. Et pourtant, ils étaient encore vivants, aujourd'hui tous deux résidant à Londres, porteurs, sans le savoir, de ce lien avec l'un des rois les plus controversés de l'histoire anglaise. Il a été rapporté que l'analyse ADN a révélé des résultats étonnants. L'ADN mitochondrial de Michael Ibsen correspondait parfaitement à l'ADN extrait du squelette découvert. L'ADN de Wendy Dolig, en revanche, ne présentait qu'une seule différence de base. Les chercheurs ont expliqué que cette légère variation ne posait aucun problème, mais était au contraire cohérente avec le nombre de générations les séparant d'Anne d'York. Après tout, sur une période aussi longue, ne serait-il pas normal d'observer de petites modifications? Selon eux, cela renforçait encore davantage la preuve, car cela montrait que la lignée était restée essentiellement intacte au fil des siècles. Les scientifiques ont ensuite indiqué que l'ADN mitochondrial présente plusieurs avantages pour l'identification de restes anciens. Ils ont souligné que chaque cellule du corps contient de nombreuses copies d'ADN mitochondrial, contrairement à l'ADN nucléaire, qui n'est présent qu'en 2 exemplaires par cellule. Et qu'est-ce que cela signifie pour les ossements anciens enfouis depuis des centaines d'années? Cela signifie simplement que l'ADNM a plus de chances de survivre à la décomposition et d'être disponible pour des tests des siècles plus tard. Ils ont également souligné la remarquable stabilité de l'ADN mitochondrial par lignée maternelle, car contrairement à l'ADN nucléaire, il ne subit pas de recombinaison. Les modifications ne surviennent que par de rares mutations. Cette stabilité est en fait l'un des outils les plus fiables pour retracer son ascendance sur de longues périodes. Par ailleurs, les chercheurs ont rappelé au public la question de la fausse paternité, un problème récurrent lors de l'utilisation des tests du chromosome Y. Historiquement, les cas de paternité incertaine sont bien plus fréquents que ceux de maternité incertaine. La fausse maternité est quant à elle exceptionnellement rare. Dès lors, lorsqu'il s'agit de prouver son identité à travers les siècles, à quelle lignée accorder le plus de crédit, la réponse, selon eux, est sans équivoque. Ils ont ensuite expliqué que cette preuve d'ADN maternel combinée à toutes les autres découvertes confirmait l'identité du squelette avec une quasi-certitude. L'analyse statistique a établi une probabilité de 99 999% que les restes soient bien ceux de Richard III. Mais ce n'était pas tout. Pour étayer davantage leur conclusion, les scientifiques ont comparé l'ADN à 2627 séquences de ADN européennes. Aucun ne correspondait, ce qui donnait une probabilité de correspondance prudente d'environ 1 sur 10,0. À quel point les preuves pouvaient-elles être plus solides? Les chercheurs eux-mêmes auraient été stupéfaits par la clarté des résultats.
L'analyse ADN comparait le code génétique des os à celui de Michael absent, hein? Au-delà des chiffres. Ajoutant-il, les détails physiques et historiques concordaient parfaitement. Le squelette présentait des signes de scoliose, une affection mentionnée dans les récits historiques concernant Richard III. Les ossements portaient des traces de blessures des dispays, c'est l'âge de guerre, c'est correspondant aux circonstances. Et c'est sa mort, c'est violente à la bataille de Bosworth en 1485. L'âge estimé de l'homme au moment de son décès correspondait également à celui de Richard III lors de sa mort. Simple coïncidence. Les chercheurs ont affirmé qu'une analyse conjointe de l'ADN, du contexte archéologique et des documents historiques permettait de trancher la question sans l'ombre d'un doute. Ils l'ont décrit comme l'une des résolutions de mystères les plus remarquables de l'histoire. Après tout, Richard III était porté disparu depuis plus de 500 ans. Sa réputation avait été façonnée par les mots de Shakespeare, par les légendes et par la propagande politique. Mais sa dépouille, elle avait disparu de l'histoire et pendant des siècles, on a spéculé sur le lieu de sa sépulture et sur la possibilité de retrouver un jour ses restes. Et pourtant, les voilà, la science est intervenue pour apporter les réponses. Cela a suscité une question: combien de fois avons-nous l'occasion de voir un mystère vieux, de plusieurs siècles, résolu de manière aussi définitive? Pour les deux descendants encore vivants, Michael Lipson et Wendy Duleer, l'expérience a dû être surréaliste. La veille, ils étaient des Londoniens ordinaires, et le lendemain, on leur annonçait que leur ADN mitochondrial confirmait l'identité d'un roi du Moyen Âge. Imaginez apprendre que vous partagez la même lignée maternelle que l'un des rois les plus célèbres de l'histoire anglaise. Aurait-on pu s'attendre à ce que cela se produise dans sa propre vie eux-mêmes? Semble-t-il être stupéfaits, mais aussi profondément touchés par cette idée. Leur existence avait, sans le savoir, apporté la pièce manquante d'un puzzle qui avait fait débat aux historiens pendant des siècles. Les chercheurs ont conclu que ce cas avait démontré la puissance de la génétique, non seulement en médecine moderne, mais aussi dans les recherches historiques. Il a rappelé que l'ADN n'est pas qu'un simple code scientifique, mais aussi une histoire vivante transmise de génération en génération. Ils se sont demandé quels autres mystères pourraient un jour être résolus grâce aux mêmes méthodes. Quelles autres figures historiques pourraient être identifiées grâce à la collaboration entre science et archéologie? L'histoire de Richard III ne se résumait pas à prouver l'identité d'un roi disparu depuis longtemps. Il s'agissait aussi de montrer comment passé et présent sont liés d'une manière insoupçonnée. Au terme de l'étude, le consensus était clair. La combinaison des preuves issues de l'ADN mitochondrial, de la certitude statistique et des correspondances physiques a permis de résoudre une énigme restée en suspens pendant plus de 5 siècles. Richard III avait enfin été retrouvé. Non pas par la rumeur ou la légende, mais par les voix inscrites dans ses cellules et transmises de génération en génération jusqu'à 2 cousins éloignés vivant dans le Londres d'aujourd'hui. Cette découverte a révélé une vérité simple. La science avait rendu son nom à Richard III, et ce faisant, elle a prouvé une chose à la fois troublante et magnifique: l'histoire ne disparaît pas vraiment. Elle demeure enfouie dans le silence, attendant les bonnes mains. Les bonnes significations, le moment propice pour se révéler à nouveau. Mais c'est là que cela devient encore plus fascinant, car au-delà de la simple découverte des ossements de Richard, son ADN commençait à parler. Et l'histoire qu'il racontait n'était pas celle de reliques poussiéreuses ou de rois oubliés, mais celle d'un homme, de ses luttes, de sa santé et de l'héritage qu'il n'aurait jamais imaginé laisser. Restez donc avec moi jusqu'au bout, car les révélations de l'ADN de Richard III
changeront votre vision de l'histoire. Que nous apprend l'ADN de Richard III sur sa vie et son héritage grâce à la collaboration d'historiens et de scientifiques qui ont étudié ses restes? Bien. Ce soir, je vais vous parler de l'affaire Richard III. Je tiens à préciser d'emblée qu'il ne s'agissait pas du projet Richard III. Il ne s'agissait pas simplement de confirmer l'identité d'un roi mort depuis longtemps. Il s'agissait d'ouvrir une fenêtre sur la réalité physique et le vécu de l'un des souverains les plus controversés d'Angleterre. On nous a toujours appris à imaginer Richard III à travers le prisme de la pièce de Shakespeare ou de la propagande de l'époque des précepteurs. Mais que disaient réellement les preuves? L'analyse génétique de ces restes s'est révélée bien plus qu'une simple note de bas de page scientifique. Elle est devenue un puissant outil pour redéfinir la façon dont le monde le perçoit. Elle a forcé les gens à s'interroger. L'homme qu'on nous avait appris à mépriser avait-il vraiment l'apparence et la vie décrites dans les livres d'histoire? Se pourrait-il que son image relève davantage d'une construction politique que de la réalité physique? La première découverte, et peut-être la plus frappante, est issue de l'examen minutieux de son squelette. Les chercheurs ont constaté que Richard souffrait d'une scoliose sévère apparue après l'âge de 10 ans. Cette malformation impliquait que l'une de ses épaules, probablement la droite, était visiblement plus haute que l'autre. Ce détail est fascinant car il concorde avec certaines descriptions de son époque. Or, il est tout aussi frappant de constater que la scoliose ne l'a ni affaibli ni rendu incapable. Les rapports indiquent que malgré sa colonne vertébrale courbée, son corps était encore robuste et capable des activités physiques exigeantes qu'impliquait la fonction de roi guerrier. Se pourrait-il alors que l'image d'un homme faible et difforme soit une exagération, voire une histoire soigneusement élaborée pour ternir sa réputation? Les preuves semblaient le confirmer. Ce que beaucoup ont trouvé le plus révélateur, c'est ce que les ossements ne montraient pas. Aucune trace d'un bras atrophié. Aucun signe des difformités grotesques décrites avec tant de vivacité par Shakespeare. Au contraire, le squelette dressait un tout autre portrait. Il racontait l'histoire d'un homme qui certes se distinguait par ses épaules asymétriques, mais qui était par ailleurs en pleine forme et parfaitement apte au combat. Ce simple fait semblait à lui seul réduire à néant des siècles de légendes. On s'interrogeait sur les raisons qui avaient poussé ses ennemis à le dépeindre comme un personnage pervers tant intérieurement qu'extérieurement. Ses précepteurs avaient-ils besoin de le faire passer pour un monstre afin de légitimer leurs propres prétentions au trône? Cette hypothèse devenait difficile à ignorer. L'analyse génétique alla plus loin, touchant non seulement à sa santé, mais aussi à son apparence physique. Les analyses ADN révélèrent que Richard III avait très probablement les yeux bleus. Elles montrèrent également qu'enfant, il avait probablement les cheveux blonds. Avec le temps, bien sûr, ses cheveux blonds ont pu foncer et devenir bruns, comme c'est souvent le cas. Cette découverte s'est avérée particulièrement intéressante lorsqu'on l'a comparée à certains portraits réalisés de lui longtemps après sa mort. Sur nombre de ces images, il apparaissait avec des traits plus sombres, un air plus sombre, presque menaçante. Ces choix artistiques ont réalisé les historiens ne visant peut-être pas à refléter la réalité. Il semble plutôt refléter la volonté de son précepteur de maintenir son image en accord avec le récit qui le présentait comme un personnage malfaisant. Si les analyses ADN suggéraient qu'il avait une apparence très différente de celle de ses portraits, qu'est-ce qui, dans sa mémoire, aurait pu être délibérément altéré? Le fait qu'il ait pu avoir les cheveux blonds enfant a paru significatif à beaucoup. On a commencé à imaginer un jeune Richard aux yeux bleus et blonds peut-être très différent de l'homme au visage sévère dont les portraits ont été peints plus tard. Il est donc étrange que le souvenir visuel de Richard ait été si déformé par la politique. Cela a amené à se demander si, puisque l'art pouvait si facilement induire en erreur, combien d'autres figures historiques avaient été caricaturées au lieu d'être commémorées telles qu'elles étaient réellement. Le cas de Richard nous a rappelé que les portraits et les pièces de théâtre s'intéressent souvent moins au sujet qu'au conteur.
Mais la leçon la plus marquante ne résidait peut-être pas dans ce que les os et l'ADN de Richard révélaient individuellement, mais dans ce qu'ils révélaient ensemble. L'image combinée de sa réalité physique a démontré avec quelle facilité les histoires peuvent être manipulées à des fins politiques. Pendant des siècles, Richard avait été décrit comme un bossu fourbe et malfaisant qui avait accédé au trône par le meurtre et la tromperie. Pourtant, des preuves scientifiques venaient de contredire au moins une partie de ce récit. Il ne présentait pas les déformités monstrueuses que l'on avait voulu faire croire. Il ne ressemblait en rien au portrait hostile qui le laissait supposer. En somme, il fut victime d'une campagne de diffamation d'une grande efficacité. Dès lors, on fut amené à se demander si les prétendus faits le concernant étaient réellement véridiques. Grâce à cette analyse, la science moderne joua un rôle déterminant dans la résolution des problèmes de l'histoire médiévale. Elle permit aux historiens de dépasser les rumeurs et les préjugés en fondant leur compréhension de Richard III sur des preuves concrètes, plutôt que sur la propagande. Elle démontra comment l'analyse ADN et l'étude du squelette pouvaient corriger des siècles de désinformation. Et elle souleva des questions plus vastes sur la manière même dont l'histoire s'écrit. Après tout, Richard n'était pas le seul personnage vilipendé par ses rivaux. Que se passe-t-il lorsque la science nous offre une image plus claire et plus humaine de personnes disparues depuis longtemps? Quel impact cela a-t-il sur les récits que nous pensions si bien connaître? Et l'histoire de Richard, par conséquent, ne se limite pas à un seul roi. Elle illustre le pouvoir des récits et leur capacité à façonner la mémoire collective pendant des siècles. Pour les précepteurs, dépeindre Richard comme un monstre n'était pas simplement une insulte, c'était un moyen de renforcer leur propre légitimité au pouvoir. En présentant le dernier roi Plantagenet comme un être maléfique et difforme, ils pouvaient faire d'Henri VII le sauveur légitime qui mit fin au chaos. La pièce de Shakespeare n'a fait qu'amplifier cette version des faits, l'ancrant dans l'imaginaire collectif pour des siècles. Pourtant, lorsque ces ossements furent exhumés et étudiés, cette image soigneusement construite commença à s'effriter. Se pourrait-il que la science des siècles plus tard soit devenue l'historien le plus impartial de tous? En réalité, la dépouille de Richard III raconte une histoire à la fois profondément personnelle et profondément politique. Sur le plan personnel, elle révèle la vie d'un homme qui, malgré sa scoliose, a combattu et régné. Elle révèle un homme dont l'apparence n'était pas grotesque, mais probablement saisissante d'une manière bien différente des anciens portraits. Sur le plan politique, elle expose comment le pouvoir peut manipuler la perception et avec quelle facilité la vérité peut être étouffée par les mensonges. La redécouverte de son squelette lui a redonné une voix qu'il n'avait plus eue depuis 500 ans. Cette voix incitait les gens à ne pas croire tout ce qui était écrit dans les chroniques ou mis en scène sur les planches théâtrales. Elle leur rappelait qu'à chaque légende se cache un être humain. Ainsi, la découverte des restes de Richard II ne se résumait pas à l'identification d'un roi. Il s'agissait de réécrire l'histoire en s'appuyant sur des preuves plutôt que sur des opinions. Il s'agissait de lever le voile de la propagande pour révéler une figure plus complexe et plus humaine. On commença à comprendre que le soi-disant roi bossu n'était peut-être pas le tyran qu'on nous avait inculqué, mais plutôt un homme pris dans la tourmente des rivalités politiques. Son histoire est depuis devenue un symbole de la façon dont la science peut remettre en question, voire bouleverser des vérités longtemps admises. Et n'est-ce que pas là ce qui rend l'histoire si fascinante qu'elle n'est jamais vraiment terminée? Qu'à chaque nouvelle découverte, notre compréhension peut évoluer. Au final, la dépouille de Richard III a offert l'opportunité non seulement de le rencontrer tel qu'il était réellement, mais aussi de réfléchir à la manière dont le pouvoir et la politique façonnent la mémoire. C'était presque comme si le roi lui-même, longtemps après sa mort, avait eu la chance de s'exprimer à nouveau, de montrer son visage sans les distorsions de la propagande. Et pour beaucoup, cette révélation a été plus extraordinaire que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Ainsi s'achève cette vidéo. Merci de l'avoir regardée.
Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour plus de contenu. Pour découvrir d'autres histoires palpitantes, cliquez dès maintenant sur la vidéo qui apparaîtra sur votre écran.